Moi, je viens des galériens en fait. Vraiment, vraiment, je viens des galériens. Ça n'a jamais été facile pour le moindre, le moindre truc que j'ai voulu obtenir. Il a fallu que je travaille comme un con. Il a fallu que je me batte, il a fallu que je me défende, il a fallu que j'argumente, il a fallu que je fasse mon pitbull et ne rien lâcher, quoi. Je suis un galérien. Ouais, c'est un bon nom, les galériens. Comme ça, Mais pour un bateau, en plus, c'est bien. Ouais, grave. Carrément. On m'appelle Pi, 314. J'ai plusieurs pseudos aussi. J'ai Brad Pi ou Capitaine Pi ou Pitaine. On est aux portes de Toulouse, à Ramonville-Saint-Agne, sur le canal du Midi, un endroit assez sympa, en pleine nature. Et je suis ingénieur informatique. La monnaie libre, en fait, c'est quelque chose qui m'est tombé sur le coin de la gueule, en fait, alors que je l'attendais pas. J'étais pas du tout économique. J'étais pas dans l'économie, j'étais pas dans les mathématiques, j'étais pas dans tout ça. Moi, j'étais dans la démocratie. Et la démocratie, je l'ai découverte par Étienne Chouard, qui lui, en fait, a remis en cause la démocratie en disant qu'on n'était pas en démocratie, étant donné qu'on élit des représentants et que et du coup, on abandonne en fait notre pouvoir de citoyen, pouvoir de décision sur des lois, sur ce genre de choses. Donc j'étais dans les ateliers constituants au tout départ pour réécrire la Constitution. Et après ça, rapidement, je me suis dit, ok, on peut en fait revoir la Constitution en effet, why not? Mais en fait, il y avait cette histoire de monnaie en fait qui m'embêtait parce que on aura beau réécrire la Constitution, on aura beau rêver en fait d'une vraie démocratie où en tant que citoyen on vote en fait pour des lois plutôt que pour des bonhommes. Il y avait cette histoire de monnaie, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de monnaie dette. Toutes les monnaies sont virtuelles, c'est-à-dire que il y a très peu de quantité de billets et de pièces en circulation, c'est surtout des chiffres sur des ordinateurs. Et donc en fait on a tous en fait de la monnaie virtuelle dans nos comptes. Voilà. Et ensuite, la création monétaire. Comment apparaissent ces chiffres? C'est que elles n'apparaissent que s'il y a des crédits qui sont contractés. Elles n'apparaissent en fait que s'il y a des dettes qui sont contractées. Sans tout ça, eh ben, il n'y a pas de monnaie. Et donc, qui peut créer la monnaie? Qui peut contracter des dettes, des crédits? C'est les banques. C'est les banques privées ou les banques commerciales qui ont ce pouvoir de création monétaire dès lors qu'il y a des gens en fait, qui vont les solliciter pour contracter des crédits. Et donc finalement, ces gens-là, en fait, ils ont le pouvoir de vie et de mort. C'est-à-dire que moi, en fait, si je trouve une solution, en fait, avec une énergie, je sais pas moi, pour donner l'électricité à tout le monde gratuitement, avec très peu de moyens, ils vont me dire non parce que c'est pas rentable. C'est eux qui vont décider. Si je leur dis, bah écoutez, je peux avoir de l'eau potable pour tout le monde, venue de nulle part. Est-ce que vous pouvez me financer pour ça et tout? Bah, ils vont me dire non, ils vont dire bah non, nous on préfère aller voir Veolia, on préfère aller voir des gens en fait qui vont pouvoir nous rendre nos intérêts, qui vont pouvoir nous rembourser. Et puis c'est parce que c'est rentable. Ben, pour moi en fait, ça me dérange en fait. Ça me dérange d'avoir des choix de vie comme ça qui ne s'appuient en fait que sur la rentabilité et non pas sur le sens, sur le bien commun ou sur le voilà, c'est la jugeote quoi. Ouais. Et donc est venue cette histoire de monnaie libre. Et donc la monnaie libre, en fait, c'est une théorie mathématique qui a été créée par Stéphane Laborde en 2010. Donc je l'ai découverte, à l'époque elle n'était pas opérationnelle, elle était juste en phase de test et de travail par des geeks, hein, des informaticiens, qui se sont passionnés en fait par cette théorie relative de la monnaie, et qui se sont dit, étant donné que de nos jours il existe en fait la technologie des crypto-monnaies, il est possible de la mettre en application. C'est grâce en fait à cette technologie-là, sans quoi elle n'aurait pas pu exister, ou elle aurait existé sous d'autres formes, à l'état papier ou je sais pas. Mais dans tous les cas, le plus facile, c'était de la rendre en production via une crypto-monnaie. Donc du coup est née la June, le 8 mars 2017, donc le jour des droits de la femme.
Et moi, j'étais pas trop emballé parce que comme j'y connaissais rien, crypto-monnaie pour moi c'était Bitcoin et puis c'était spéculation et compagnie et puis j'avais pas envie quoi. Et puis finalement, j'ai découvert que c'était pas du tout ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé la faille. C'est une crypto-monnaie, donc la seule différence qu'elle a avec toutes les autres crypto-monnaies, bah, déjà, c'est qu'on n'a pas besoin d'y mettre des euros ou des dollars ou quoi aux caisses, c'est gratos. Et que la création monétaire est différente des autres. C'est-à-dire que, par exemple, le Bitcoin ou la majeure partie des crypto-monnaies s'appuie sur la puissance machine et sa rareté. Ce qui fait que on crée en fait, il faut en fait balancer du fric pour acheter en fait des fermes, des data centers, des fermes d'ordinateurs pour avoir suffisamment de puissance pour calculer cette monnaie. Donc en fait c'est énergivore comme c'est pas permis, très peu de gens y ont accès. Il y a une espèce d'inégalité qui se fait comme dans la monnaie dette, c'est-à-dire que peu de gens en fait ont plein de richesses et pour la majeure partie des humains qui restent, eh ben, ils sont un peu comme des crevards et comme des esclaves. Et là, donc, la monnaie libre, hein, elle est différente dans le sens où elle ne s'appuie pas sur la puissance machine, elle s'appuie en fait sur l'humain, c'est-à-dire sur le nombre d'humains dans une communauté et sur l'espérance de vie. Et à partir de ces données-là, tous les jours, en tant qu'être humain, on crée la même part de monnaie à égalité. En tout cas, moi, je considère la monnaie libre comme une expérience technique, économique et sociale. Ouais, enfin, en fait, il y a une application Android ou iPhone, ou, voilà, donc il y a une appli où on peut consulter son compte, où on peut voilà, regarder le nombre de membres et tout ça. Il y a aussi, on peut l'installer sur son ordinateur. Et donc, en fait, le principe de la monnaie libre, c'est que on rentre en fait dans ce qu'on appelle une toile de confiance. Alors pourquoi je parle de toile de confiance? Parce que tout bêtement, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. C'est que pour être membre de la monnaie libre, tout s'appuie sur la confiance. Pour créer la monnaie, en fait, il faut être certifié par 5 personnes, déjà membres. Donc dès lors en fait qu'on se connaît bien, eh ben moi je t'accorde en fait ma confiance, donc je te certifie. Donc imaginons que tu aies quatre autres personnes en fait qui font la même chose par rapport à toi. Donc du coup, bah, tu deviens du jour au lendemain membre. Et donc du jour au lendemain, dès le lendemain, tu crées en fait ce qu'on appelle le dividende universel. Et tu deviens toi-même en fait certificateur. C'est à toi en fait d'accorder ta confiance à d'autres personnes. Voilà, donc du coup, en fait, il n'y a pas de gouvernance, tout est horizontal en fait. Et du coup, dès que tu es membre, en fait, tu vas voir que dans ton compte, tous les jours, tu vas avoir une part de monnaie à égalité avec les autres. Alors tu peux avoir accès à tous les comptes, hein. Tous les comptes sont ouverts. Tu peux aller voir dans mon compte, savoir combien j'ai, ce que j'ai dépensé, nanani, nanana. En fait, on est dans la transparence du coup. Tout est basé en fait sur du logiciel libre, que le code est libre. Donc on considère en fait que les comptes doivent être disponibles et que en fait, après c'est mon interprétation personnelle, c'est que c'est un livre ouvert. C'est un livre de compte, mais c'est un livre ouvert. Et ça c'est la sacrée différence entre toutes nos comptes en banque traditionnels qu'on a, c'est que tout est caché. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui vont se planquer en fait pour cacher en fait leur pognon, pour en fait faire leurs transactions qu'ils veulent, pour des armes, de la drogue, de la prostitution, j'en sais rien. Tandis que là, en fait, tout est ouvert. Donc, en fait, dès lors que tu deviens membre, tu rentres dans la toile de confiance et donc tu as une monnaie qui est là, à égalité, dans l'espace et dans le temps. Pourquoi dans l'espace et dans le temps? Ça, c'est issu de la théorie relative de la monnaie. C'est que quel que soit l'endroit où tu te trouves sur Terre ou même dans l'univers, eh ben, un être humain doit créer la même part de monnaie. Parce qu'on t'a accordé la confiance, Ouais. qui ont dit ce mec-là, il est vivant,
Ce mec-là, c'est un être unique. Donc le système considère que tu es un être humain vivant et unique. Tous les jours, entre 12h et 13h, tu as ton dividende universel en fait, qui apparaît dans ton compte, qui se cumule en fait, tous les jours. Ok. Donc tu es membre pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, en fait, tu renouvelles tes certifications pour dire au système que tu es toujours vivant. Et il faut renouveler la confiance. Voilà. Tu as une augmentation d'à peu près 5% tous les 6 mois pour que les gens qui viennent après, donc c'est pour ça que je te parle d'égalité dans le temps. Là, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'égalité dans l'espace. En fait, on appelle ça mathématiquement la symétrie spatiale et temporelle. Einstein et compagnie, et puis voilà, monnaie libre. Et donc, en fait, tu as la symétrie spatiale et temporelle. Donc, la symétrie ou l'égalité, pour un peu vulgariser le truc, dans le temps, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, s'ils arrivent plus tard dans la monnaie libre, il faut qu'ils créent la même part de monnaie que moi, même si je suis arrivé bien avant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette augmentation tous les 6 mois pour que les gens qui arrivent après moi, par exemple, ils ne soient pas lésés par rapport aux mecs qui sont arrivés avant. Sans quoi que tu n'as pas d'égalité. Donc ça a été prévu comme ça aussi. Donc les générations futures, même si elles adoptent la monnaie libre dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans, elles ne seront jamais lésées par rapport à ceux qui sont arrivés bien avant. Ok. C'est ça l'égalité aussi dans le temps. Et donc du coup, une fois que tu es membre, c'est bien beau d'avoir des chiffres dans son compte, mais il faut le dépenser. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la monnaie libre, elle existe en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, dans d'autres pays, quoi. Elle s'est déployée en fait depuis 4 ans. Et donc, comment la dépenser, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des G-marchés, des marchés en monnaie libre, ou des apéros monnaie libre, ou des événements universités de la monnaie libre, ou des rencontres monnaie libre, un peu partout, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans plein de villes. Et donc, c'est des points de rencontre où on échange, chacun amène en fait de quoi, des biens, des services, voilà. Et donc, on paye dans cette monnaie-là, on échange. Ok. Et donc ça renforce aussi les liens, ça renforce aussi les liens de confiance. Et donc on déploie en fait la toile de confiance comme ça. Par exemple, moi je fais en fait un marché monnaie libre le dimanche 20 et le dimanche 27. Donc j'invite les gens à venir ici sur le pont du bateau, je mets des tables, des chaises, ils arrivent à midi, repas partagé, et puis en fait c'est un marché quoi, en monnaie libre. Et voilà, après le soir on fait la fiesta et puis on est content quoi. Voilà, ouais. Je suis né à Saigon pendant la guerre du Vietnam en 1975 et à la base, à force de se faire tirer dessus, mes parents ont décidé de risquer leur vie avec nous pour nous embarquer, pour quitter leur pays d'origine, leur famille et leurs amis. Donc à la base, avant d'être sur la péniche Chèvrefeuille, je suis déjà un boat people. On a quitté le Vietnam en pleine guerre sur une esquive de 10 mètres et on s'est retrouvé sur une plage thaïlandaise et on a été rapatrié en France. Voilà. Donc je suis un réfugié vietnamien, donc réfugié politique, arrivé en France et puis tout à reconstruire, surtout pour mes parents. Des restaurants vietnamiens en pagaille et puis il a fallu s'intégrer, il a fallu faire en sorte de se sentir vivre aux côtés des Français et puis un beau jour de devenir français. Je ne le serai peut-être jamais à 100%, je suis un métissé de culture et donc ça c'est riche. Mais je suis assez heureux, ouais, je suis assez heureux d'avoir cette vie-là. Ça a été assez galère, mais bon, je suis heureux. J'ai des gens que j'aime, il y a des gens qui m'aiment. Voilà, c'est chouette, c'est chouette. Et puis en fait, la chose la plus précieuse que je retiens de tout ça, c'est la chance d'être en vie. Et donc chaque instant est important. Tout rayon de soleil est bon à prendre. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la vie est vraiment précieuse, quoi.